à propos de la Rote Armee Fraktion. Violence et brutalité. L'agitation extrémiste à laquelle l'Allemagne fédérale s'est trouvée confrontée depuis plusieurs années peut sembler à peu près maîtrisée, désormais, par les pouvoirs publics, en dépit de quelques sanglants soubresauts, comme l'assassinat du procureur général Buback à Karlsruhe le 7 avril dernier, ou celui du directeur de la Dresdner Bank le 30 juillet près de Bad Homburg. La plupart des dirigeants de la Rote Armee Fraktion, fraction armée rouge, ont été identifiés, arrêtés, jugés et condamnés, souvent au maximum de la peine prévue par le code pénal. Le gouvernement de M. Schmitt vient encore le 31 août de renforcer les moyens de police dont il dispose pour lutter contre le terrorisme. L'opinion publique ouest-allemande, comme sans doute l'opinion française, semble avoir été, dans l'ensemble, très hostile au recours à la violence, et à plus forte raison au meurtre politique que prônaient et pratiquaient ces militants d'extrême gauche. Dans le point de vue, qu'on lira ci-dessous, Jean Genet estime cependant que cette violence constitue un phénomène plus complexe et plus partagé que ne le laisse penser une certaine analyse des faits. Le Monde, 2 septembre 1977. Les journalistes jettent à la volée des mots qui en mettent plein la vue, sans trop se préoccuper de la lente germination de ces mots dans les consciences. Violence et son complément indispensable, non-violence, sont un exemple. Si nous réfléchissons à n'importe quel phénomène vital, selon même sa plus étroite signification qui est biologique, nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l'œuf, la fécondation de la femme, la naissance d'un enfant, relèvent d'accusations de violence. Et personne ne met en cause l'enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. Le procès qui est fait à la RAF, Rote Armee Fraktion, le procès de sa violence est bien réel, mais l'Allemagne fédérale et avec elle toute l'Europe et l'Amérique veulent se duper. Plus ou moins obscurément, tout le monde sait que ces deux mots, procès et violence, en cachent un troisième, la brutalité. La brutalité du système. Et le procès fait à la violence, c'est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire. Plus la brutalité est cassante, plus la violence qui est vie sera exigeante jusqu'à l'héroïsme. Voici une phrase d'Andreas. La violence est un potentiel économique. Quand la violence est définie ou décrite comme plus haut, il faut dire ce qu'est la brutalité. Il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre en laissant à la phrase sa fonction accusatrice à l'égard des hommes qui emploient la violence. Il s'agit plutôt de rectifier un jugement quotidien et de ne pas permettre au pouvoir de disposer à leur gré, pour leur confort, du vocabulaire, comme ils l'ont fait, le font encore, avec le mot brutalité qu'ils remplacent ici, en France, par bavure ou incident de parcours. Comme les exemples de violence nécessaires sont incalculables, les faits de brutalité le sont aussi, puisque la brutalité vient toujours s'opposer à la violence. Je veux dire encore à une dynamique ininterrompue qui est la vie même. La brutalité prend donc les formes les plus inattendues, pas décelables immédiatement comme brutalité, l'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du mot propre ou connu par le chiffre, la priorité dans la circulation donnée à la vitesse sur la lenteur des piétons, l'autorité de la machine sur l'homme qui la sert, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l'usage du secret empêchant une connaissance d'intérêt général, l'inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire, et l'ironie ou la grossièreté s'il n'y a pas de pourboire, la marche au pas de loi, le bombardement d'Haiphong, la Rolls-Royce de 40 millions. Bien sûr, aucune énumération ne saurait épuiser les faits qui sont comme les avatars multiples par lesquels la brutalité s'impose. Et toute la violence spontanée de la vie continuée par la violence des révolutionnaires sera tout juste suffisante pour faire échec à la brutalité organisée. Nous devons à Andreas Baader, à Ulrike Meinhof, à Holger Mainz, à Gudrun Ensslin et Jan Karl Raspe, à la RAF en général, de nous avoir fait comprendre, non seulement par des mots, mais par leurs actions, hors de prison et dans les prisons, que la violence seule peut achever la brutalité des hommes. Une remarque ici.
La brutalité d'une éruption volcanique, celle d'une tempête, ou plus quotidienne celle d'un animal, n'appellent aucun jugement. La violence d'un bourgeon qui éclate contre toute attente et contre toute difficulté nous émeut toujours. Évidemment, une chance est possible, que la brutalité par son excès même se détruise, ou plutôt, non qu'elle change de fin, par définition elle n'en a pas, mais en arrive à s'effacer, à s'anéantir à long terme devant la violence. La colonisation du tiers-monde ne fut qu'une série de brutalités, très nombreuses et très longues, sans autre but que celui, plutôt atrophié, de servir la stratégie des pays colonialistes et l'enrichissement des sociétés d'investissement aux colonies. Il en résulta donc une misère, un désespoir, qui ne pouvait que nourrir une violence libératrice. Mais jamais dans ce que nous connaissons d'eux, les membres de la RAF ne laissent leur violence devenir brutalité pure, car ils savent qu'ils seraient immédiatement métamorphosés en cet ennemi qu'ils combattent. Dans cette correspondance, dans les dépositions, une préoccupation est particulièrement remarquable. Sans se soucier des anecdotes sur le Kremlin, des vaticinations de De Gaulle sur certains dîners de Staline ou d'autres détails rapportés par les kremlinologues et qui ont autant de signification que les écarts sentimentaux de la reine d'Angleterre, la RAF s'attache à démontrer que, de Lénine jusqu'à maintenant, la politique soviétique ne s'est jamais écartée du soutien au peuple du tiers-monde. Qu'on l'explique comme on voudra, cette politique n'est jamais en défaut. Elle peut se trouver, et se trouve souvent, embarrassée par la complexité toujours vive des rapports féodaux, tribaux, à laquelle s'ajoutent les intérêts, les manœuvres contradictoires des anciennes puissances coloniales et ceux de l'Amérique. Mais depuis 1917, et malgré ce que nous disent les commentateurs occidentaux, malgré ce que serait sa politique intérieure, l'Union soviétique, soit par des accords de gouvernement à gouvernement, soit par ses votes à l'ONU et dans les organismes internationaux, a pris toujours le parti du plus faible, du plus démuni. Cela, beaucoup de personnes le savent, c'est certain. En Europe, et par Europe il faut entendre aussi le monde européen d'Amérique, et surtout en Allemagne de l'Ouest, dans cet univers tellement anti-soviétique, la RAF rétablit une évidence politique occultée en Europe. Est-ce pour cela que la fraction armée rouge est si peu, malgré le retentissement de ses arguments politiques, étouffés, il est vrai, par une action violente nommée ici terrorisme, parenthèse, un mot encore, celui de terrorisme, qui devrait être appliqué autant et davantage aux brutalités d'une société bourgeoise, est si peu, disons-nous, accepté par certains gauchismes? Il y a peut-être encore d'autres raisons. C'est que la fraction armée rouge paraît être le contraire de ce que fut mai 1968 et son prolongement, surtout son prolongement. Dès le début, la révolte étudiante, mais non les grèves dans les usines, se donne une allure frondeuse qui se traduit en escarmouches où les adversaires, police et manifestants cherchent, avec plus ou moins d'élégance, à éviter l'irréparable. Les jeux nocturnes des rues relèvent plus de la danse que du combat. Les manifestations sont verbeuses, ouvertes même à la police et aux provocateurs de droite. Quant au prolongement de ce mois de mai, nous les apercevons comme une sorte de dentelle angélique, spiritualiste, humaniste. La RAF s'est organisée avec à la fois une dureté de bouchon bien vissé, avec une étanchéité des structures, avec une action violente qui ne cesse ni en prison ni hors d'elle et conduit avec précision chacun de ses membres aux limites de la mort, aux approches de la mort, en s'opposant encore violemment aux brutalités judiciaires et carcérales et jusqu'à la mort elle-même. L'héroïsme n'est pas à la portée de n'importe quel militant. On peut donc penser que les gauchistes désinvoltes, épinglés par Ulrike, le radicalisme seulement verbal, sont apeurés devant une détermination aussi conséquente. Dans cette longue correspondance et ces déclarations, on ne trouvera pas le mot de goulag. Ce que l'URSS a fait, ce qu'elle aurait fait de négatif sans être escamotée, cède à ce qu'elle fait de positif. Chaque membre de la RAF accepte, revendique, exige d'être, et entièrement, jusqu'à la torture et jusqu'à la mort, l'une des îles de cet archipel du goulag occidental. Toute la déclaration d'Ulrike pour la libération d'Andreas au procès de Berlin-Moabit dit très bien d'une façon explicite que c'est la brutalité même de la société allemande qui a rendu nécessaire la violence de la RAF. On le comprend à la lecture de cette déclaration, et particulièrement du passage commençant par « La guérilla, et pas seulement ici, car il n'en a pas été autrement au Brésil, on est un groupe de camarades qui a décidé d'agir, de quitter l'état léthargique, le radicalisme seulement verbal, les discussions de plus en plus vaines sur la stratégie. Nous avons décidé de lutter. » L'Allemagne est devenue ce qu'en attendaient les gouvernements des États-Unis. Leur extrême glacis à l'Est est le plus offensif.
à cette brutalité se perpétuant elle-même selon sa logique devenue folle, interdisant ou laminant un parti communiste presque hors la loi, la RAF ne pouvait opposer que la violence héroïque. Admettons un court instant que la correspondance d'Andreas, d'Ulrike et de ses camarades se nourrit, se fortifie d'exigences de plus en plus inaccessibles, de plus en plus inhumaines. Il faut alors se demander qui est la cause, cette Allemagne inhumaine voulue par l'Amérique. Et demandons-nous si l'aggravation n'est pas obtenue par la prison, l'isolement, les systèmes d'écoute. À les lire, on a l'impression que les prisonniers sont à l'intérieur d'une énorme oreille. Les systèmes d'observation, le silence, la lumière. Et si l'aggravation n'était pas voulue, par Boubac et le système, afin que les prisonniers nous apparaissent monstrueux, que leurs écrits nous éloignent d'eux, que leur mort lente ou brutale nous laisse indifférents, afin que nous ne sachions plus qu'il s'agit d'hommes que d'autres torturent, mais d'un monstre qu'on a capturé. Si c'était le but de Boubac et du système, ils ont perdu. Holger nous donne à voir le portrait terrifiant de celui qui s'oppose à la brute capitaliste. Ulrike, Andreas, Gudrun et Jan Karl, tout au long de leur correspondance ou de leurs débats, ont réussi à nous convaincre et à nous émouvoir. Voici une citation d'Ulrike. Les flics essaient, par leur tactique de la guerre psychologique, de retourner les faits que l'action de la guérilla avait remis sur leurs pieds. À savoir que ce n'est pas le peuple qui dépend de l'État, mais l'État qui dépend du peuple. Que ce n'est pas le peuple qui a besoin des sociétés par action des multinationales et de leurs usines, mais que ce sont ces salauds de capitalistes qui ont besoin du peuple. Que la police n'a pas pour but de protéger le peuple des criminels, mais de protéger l'ordre des exploiteurs impérialistes du peuple. Que le peuple n'a pas besoin de la justice, mais la justice du peuple. Que nous n'avons pas besoin ici de la présence des troupes et des installations américaines, mais que c'est l'impérialisme US qui a besoin de nous. Par la personnalisation et la psychologisation, ils projettent sur nous ce que eux sont, les clichés de l'anthropologie du capitalisme, la réalité de ces masques, de ces juges, de ces procureurs, de ces matons, de ces fascistes. Un salaud qui se complaît dans son aliénation, qui ne vit qu'en torturant, opprimant, exploitant les autres, dont la base d'existence est la carrière, l'avancement, jouer des coudes, profiter des autres, qui se réjouit de l'exploitation, de la faim, de la misère et du dénuement de quelques milliards d'êtres humains dans le tiers-monde et ici. Fin de citation. Je souligne cette phrase car elle révèle que la misère du tiers-monde, misère physique, morale, intellectuelle, est constamment présente en eux, que cette misère la RAF la vit dans son esprit et dans son corps. Quand il dénonce les brutalités des États-Unis et de son agent privilégié, l'Allemagne fédérale, c'est de cette Allemagne asservie qu'il se préoccupe, mais c'est au même moment, dans le même mouvement, qu'il se préoccupe de toute la misère du monde. Et quand ils écrivent cela, les membres de la RAF ne prouvent pas seulement la générosité et la tendresse voilée de tout révolutionnaire, ils disent encore une sensibilité très délicate à l'égard de ce qu'ici, en Europe, nous continuons à nommer le rebut. Si l'analyse de Marx est juste, le progrès révolutionnaire se ferait son chemin quand il provoque une contre-révolution puissante qui se ferme sur elle-même en engendrant son adversaire qui ne pourra amener le parti de l'insurrection dans sa lutte contre lui qu'à évoluer vers un véritable parti révolutionnaire. Alors nous devons reconnaître que la RAF, au prix de sacrifices cette fois surhumains, décide de frayer le chemin avec tout ce que cela implique de solitude, d'incompréhension, de violence intérieure. Ils sont dans cette situation dangereuse, attentifs à en refuser l'orgueil, sachant que leur pensée doit être débarrassée de toute scorie imbécile, afin d'être de plus en plus aiguë par une analyse toujours plus fine, et attentifs aux méthodes de lutte du système contre eux. Au procès du 26 août 1975, Andreas déclare sèchement « L'État se bat ici avec tous les moyens dont il dispose. C'est ce que le chancelier Schmitt a suffisamment répété, qu'il s'agissait de mettre en œuvre tous les moyens, et ce sont justement tous les moyens organisés de la répression, du mensonge, de la manipulation, de la technique. Il y va de l'image d'omnipotence impériale qu'il se donne de lui-même contre la tendance historique consciemment articulée de notre politique dans l'insurrection. C'est là qu'elle apparaît en antagonisme avec la société, et donc illégitime. » Fin de citation. En lisant certaines déclarations au tribunal, nous comprendrons ce qu'il leur faut de franchise et de finesse afin de laisser dans le gris les structures de l'organisation, de dire par le moyen de magnétophones installés par le tribunal, de dire clairement, expressément ce qu'ils ont voulu faire, de dire la situation de l'Allemagne, celle des chanceliers Brandt et Schmitt, une Allemagne imposée par l'Amérique et dont la bourgeoisie, enorgueillie par les exploits du Deutschmark, se croit tenue pour quitte du nazisme grâce à son anticommunisme.
Il est du reste évident que l'opposition de l'Allemagne fédérale à tout parti communiste ouvert est dans une grande part responsable de l'existence de la RAF, qui prouve de façon éclatante que la social-démocratie est démocrate dans ses discours, inquisitoriale quand elle le veut, et inquisitoriale avec torture propre, raffinée, grâce aux techniques modernes, inquisitoriale sans remords, sans trouble. L'Allemagne, qui a aboli la peine de mort, conduite à la mort par grève de la faim et de la soif, isolement par la dépréciation du moindre bruit sauf le bruit du cœur de l'incarcéré qui, sous vide, est amené à découvrir dans son corps le bruit du sang qui bat, des poumons, enfin son bruit organique, afin de savoir que sa pensée est produite par un corps. Dire que la situation qui est faite aux membres emprisonnés de la RAF est criminelle, c'est ne rien dire. Le jugement moral cesse dans les consciences des magistrats et dans celles de la population que les moyens de presse, donc de pression, ont conduit à l'état passionné du répit absolu. Il est à craindre que l'Allemagne ne se sente purifiée quand tous seront morts et morts par leur volonté de mourir, donc morts parce qu'ils se savent coupables, puisque c'est la signification tranquillisante pour l'Allemagne des grèves de la faim et de la soif jusqu'à la mort. En lisant ce livre d'Andreas et d'Ulrike, de Gudrun et de Jan Karl, souvenons-nous que des journalistes allemands s'élèvent contre la nutrition par sonde et décrètent que le devoir du médecin est de placer la nourriture à portée des détenus, libre à eux de vivre ou de mourir. Comme de la même façon les magistrats se tirent d'affaire en décrétant que ce sont les avocats, incapables de convaincre leurs clients, qui sont coupables du délit ou crime de non-assistance à personne en danger. Mais accuser le gouvernement allemand, l'administration allemande, la population allemande, qu'est-ce que cela signifie ? Si les USA n'étaient pas présents physiquement en Allemagne, si leur ambition n'avait pas atteint cette enflure, si l'Europe n'avait pas clairement ou non assigné à l'Allemagne de l'Ouest une fonction policière face à l'Est, cette aiguille qu'est la RAF dans la chair trop grasse de l'Allemagne serait peut-être moins aiguë et l'Allemagne moins inhumaine. Si l'on veut, je crois voir ici un double phénomène de mépris. L'Allemagne cherche, et dans une certaine mesure réussit, à donner de la RAF une image terrifiante, monstrueuse. D'autre part, et par le même mouvement, le reste de l'Europe et l'Amérique, en encourageant l'intransigeance de l'Allemagne dans son activité tortionnaire contre la RAF, cherchent, et dans une certaine mesure réussissent, à donner de l'Allemagne éternelle une image terrifiante, monstrueuse. Jean Genet.